BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de crypto-monnaie, de bitcoin, de stablecoin, de réglementation, de top, de flop, de tout un tas de sujets. Aujourd'hui, mes invités, Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School. Bonjour Nathalie. Bonjour Sandra. Ravie de vous retrouver dans cette émission. À vos côtés, Arnaud Toiti, avocat, cofondateur de #Avocat. Bonjour Arnaud. Bonjour Sandra. Ravi de vous avoir également. Enzo Allo nous fera les tops et les flops dans un instant, CEO de Crypto Patrimoine. Bonjour Enzo. Et un invité tout nouveau, Loïc Ritchie. Bonjour, cofondateur de Hearst. C'est avec vous qu'on parlera de mining, notamment d'Exaion, d'EDF, de cette actu dont on a parlé il y a quelques jours en longueur. Vous nous donnerez votre avis, vous êtes très impliqué dans le sujet. Vous continuez à nous poser vos questions à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Vous savez, on y répond tous les jeudis. De la question la plus simple à la question la plus renseignée, la plus technique. N'hésitez pas. BFM Crypto, le club, c'est parti. Je voulais pas commencer par cette info, mais enfin vous en avez tellement parlé juste avant de commencer cette antenne, Arnaud, cette info, l'ESMA qui va devenir l'autorité, qui pourrait devenir l'autorité de régulation à l'instar de la SEC, qui pourrait contrôler un petit peu notamment tout ce qui est crypto-monnaie. Expliquez-nous de quoi il s'agit réellement, ça vient de tomber. Alors bon, déjà c'est une rumeur pour l'instant, mais une rumeur qui est persistante déjà depuis plusieurs mois, on va dire, et qui est poussée par un certain nombre de régulateurs, dont le régulateur français, qui consisterait en réalité à transférer la réglementation nationale, enfin le contrôle de la réglementation nationale qui se fait auprès des autorités de chacun des pays, que ce transfert se fasse directement auprès de l'ESMA. Donc c'est l'autorité européenne. Voilà, exactement, qui est l'autorité européenne qui, pour l'instant, qui transmet un peu des lignes de conduite, des lignes d'interprétation des textes, mais qui n'a pas, en réalité, la capacité à pouvoir elle-même réguler, c'est-à-dire, en réalité, agréer les acteurs, que ce soit d'ailleurs en matière financière ou en matière de crypto. Et cette information qui est apparue ce matin dans un média étranger, c'est tout simplement qu'il y aurait déjà un prétexte qui inclurait ce transfert de compétences à l'ESMA, ce qui serait un bouleversement en réalité extrêmement important dans la réglementation financière européenne. Mais bonne ou mauvaise nouvelle finalement? Alors, ça dépend de quel côté on se place. Ouais. Moi, j'ai envie de vous dire déjà, ça c'est un avis évidemment personnel, mais politiquement parlant, si on prend l'angle politique, l'Europe a toujours été un peu, à mon avis, un pied entre deux. Enfin, c'était pas extrêmement précis. C'est-à-dire que d'un côté, on conserve une souveraineté nationale et de l'autre, on délègue une partie de cette souveraineté à l'Europe. Donc finalement, on arrive avec un système où certains pays ont une interprétation des textes, d'autres en ont une autre. On sait que par exemple la France a en général une interprétation qui est assez stricte des textes, pas forcément une mauvaise chose, et qui cherche à une harmonisation par le haut. On a d'autres pays qui peut-être on va dire une interprétation plus textuelle de la chose, on va dire ça comme ça. Ça crée une distorsion en réalité de concurrence. Et donc à un moment d'avoir une autorité qui, à l'instar de la SEC américaine, serait en capacité de pouvoir harmoniser ce qui se fait dans l'Europe, je trouve que sur le papier, c'est une bonne chose. Le problème, c'est les moyens. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver à gérer finalement les 27 pays de l'Union, en réalité, il faut des équipes. Il faut beaucoup d'équipes. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer l'ESMA multiplié par 10, par 15 ou par 40 ses effectifs. Je pense que le sujet, il sera principalement là. Je vois Nathalie Janson qui a envie de réagir. Ah oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que ça viendrait en lieu et place de tout un tas d'autorités de régulation nationales et régionales. Alors effectivement, on voit bien que ça, c'est une obsession française, l'harmonisation. Donc on a droit au niveau du fisc, là on y avait droit évidemment au niveau des cryptos, il ne faut quand même pas exagérer. Et en fait, ça vient battre en brèche un autre principe qui peut être intéressant, qui est celui de la concurrence des pratiques, donc best practice, qui peut aussi avoir son intérêt, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des autorités qui pratiquent mieux que d'autres, et notamment en Europe, on a quand même des philosophies au départ un peu différentes, notamment ceux qui réglementent par principe et l'autre par règle. Donc nous, on n'est pas règle, c'est-à-dire que si vous n'avez pas tous les papiers comme il faut en règle, niet, vous n'aurez pas votre licence, alors que d'autres disent, bon, vous avez à peu près mis ce processus en place, celui-là en place, et puis après, ils réglementent, enfin, s'il y a un incident, eh bien, ça provoque une enquête, etc. Donc, on a ces deux principes qui se rencontrent, évidemment, et ça, c'est pas les mêmes philosophies, mais ça avait quand même l'avantage de voir
l'un et l'autre, comment ils pouvaient aussi s'articuler, puisque ça pouvait donner au niveau des entreprises qui s'installaient dans ces pays et voir en fait si ça se passait bien ou pas. Donc là, on serait privé de ces différentes expérimentations puisque nous n'aurions plus qu'une seule philosophie. Donc c'est ça ce que je reprocherais le plus. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas trop quand même comparer à ce point-là aux États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a 2 niveaux de réglementation, le niveau fédéral et le niveau des États, et que selon la taille, on ne réglemente pas au même niveau. Donc là, à nouveau, on ne serait quand même pas tout à fait dans la même situation, puisque ça veut dire qu'on va réglementer à un seul niveau. Alors qu'aux États-Unis, en fait, on va adapter à la taille. Donc il y a la réglementation par les États quand on est un peu petit, et quand on est très grand et qu'on est avec une activité plus globale, eh bien effectivement, on est réglementé au niveau fédéral. Oui. C'est ce qui se passe déjà pour les banques. Au niveau des acteurs, qu'est-ce que vous en pensez, Enzo ? Je pense qu'il y a des principes de base qui sont de se dire que déjà il y a une concurrence mondiale entre tous les acteurs crypto, et que si on rajoute en plus une concurrence européenne parmi les acteurs crypto qui ne joueraient pas sur le même terrain de jeu avec des réglementations différentes simplement par l'interprétation locale des pays dans lesquels ils exercent, en fait c'est pas du jeu, quoi. Donc je trouve que c'est normal d'essayer d'avoir au moins une harmonisation européenne pour qu'on puisse avoir la même lecture et la même façon de travailler, qu'on soit en Allemagne, en Italie, à Malte, etc. Et ne pas avoir aujourd'hui des doutes sur le fait que obtenir une licence dans un pays pourrait avoir une moins bonne valeur que dans un autre pays. Ouais. Donc pour le consommateur, je dis ça, ça n'a pas de sens. Pour le consommateur, la réglementation européenne dit qu'il doit être protégé de la même manière, donc la protection liée aux produits et la manière dont ils sont commercialisés doivent être la même pour moi dans toute l'Europe. Loïc ? Oui, enfin, moi je peux parler de ce que je connais, c'est-à-dire la réglementation aux Émirats Arabes Unis, oui, où on a installé. Bon, ça reste un petit pays, mais il y a quand même aujourd'hui 2 réglementations pour les cryptoactifs. La partie ADGM, qui est à Abu Dhabi, et une autre plus Dubaï-centrique, qui est VARA. Donc voilà, il y a besoin de normaliser, je pense. Et on parle de la protection des utilisateurs. Mais bon, c'est un peu de partout, pas forcément simple. Arnaud, c'est tranché, ce sera tranché quand ? Alors déjà, je ne sais pas du tout si ce sera tranché tout court. Tu n'es pas dans les petits papiers de l'AMF. Je l'espère en l'occurrence, ou même au niveau européen. Donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est simplement un effet d'annonce ? Est-ce qu'on va aller plus loin, etc. A priori, ça a fuité. Donc c'est qu'il y a une vraie volonté derrière. Donc je pense qu'on aura des nouvelles, à mon avis, assez rapidement. Après, il faut que ce soit voté aussi derrière. C'est pas simplement, il faut que ce soit voté derrière. Donc on verra. Mais je pense qu'il y a un mouvement de fond. Je pense que ce mouvement de fond, il émane d'un certain nombre d'autorités, dont la France, qui ont quand même une certaine puissance. C'est le moins qu'on puisse dire au niveau européen. Et qu'à mon avis, quand des leaders poussent pour obtenir un résultat, il y a fort à parier quand même qu'une manière ou d'une autre, ils arriveront à leur fin. On suivra ça dans cette émission, vous reviendrez en parler évidemment. Moi, ce dont je voulais parler, c'est ce que j'ai vu ce week-end, cette alerte de Cathie Woods face à l'émergence des stablecoins. Elle revoit ses objectifs à la baisse. Pour le Bitcoin, ça pose cette question, sont-ils en concurrence ? Les stablecoins usurpent une partie du rôle que le Bitcoin devait jouer. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie Janson ? Ah, ça, c'est une question assez intéressante, en effet, puisque le stablecoin est né du Bitcoin, enfin, si on veut caricaturer un peu, puisque, en effet, le Tether est vraiment né, enfin, voilà, je suis assez vieille pour m'en rappeler, en fait, c'était vraiment né comme étant, on sait bien que les gens vont pas adopter comme ça un Bitcoin, enfin, ils ne comprennent pas comment ça marche, c'est compliqué. Par contre, si on rattache ça à quelque chose qu'on connaît, d'autant plus que la volatilité est forte, enfin, que le prix varie beaucoup, ouais. C'est quand même beaucoup plus simple de vendre à sa grand-mère, mamie, tu peux acheter un dollar, mais qui n'est pas un dollar que dans ton porte-monnaie normal, mais qui vaut la même chose, que de dire alors le Bitcoin, voilà, tu pourras le mettre sur un coffre-fort et puis ce sera toi, tu le détiendras. Donc voilà, donc voilà, la proposition de valeur était toute faite. Ça facilitera en fait la compréhension. Et puis de toute façon, pour ceux qui étaient déjà attirés par la blockchain, ça avait effectivement le mérite de permettre d'avoir un sas de décompression lorsqu'on voulait s'extraire en fait de la volatilité. Donc en fait, il n'y avait pas vraiment d'antagonisme. Enfin, l'un n'était pas opposé à l'autre. C'était simplement que l'un pouvait aider à l'autre. Et puis après, évidemment, le stablecoin a développé sa propre vie. C'est-à-dire que c'est passé d'un actif qu'on utilisait comme ça en attendant ou à effectivement on s'est rendu compte que c'était ce qu'on pensait du Bitcoin, c'est-à-dire moi je me rappelle dans les années 2004, déjà 14-15, on disait alors oui, on va pouvoir
pouvoir utiliser ça pour les transferts d'argent de l'étranger, parce que comme ça, les gens qui n'ont pas accès, ils vont pouvoir le faire. En fait, on dit la même chose aujourd'hui des stablecoins, et c'est les stablecoins qui ont remporté cette manche. Avec une émergence ultra rapide. Enfin, cette année, depuis 2 ans, c'est très rapide. Depuis 2 ans, Enzo. Oui, je pense que Cathie Wood, effectivement, alors moi je m'inscris un peu en faux là-dessus. Cathie Wood est effectivement brillante et pour moi une des meilleures gérantes actives de crypto. En revanche, je pense que les stablecoins et même les MMBC, qu'on les déteste ou non, sont une porte d'entrée pour tous ceux qui n'ont pas encore adapté ces technologies pour pouvoir y pénétrer. Donc je pense que ça peut être d'un côté un facilitateur pour ceux qui, de base, ne seraient jamais allés vers acheter Bitcoin, vont pouvoir posséder des stablecoins. Et là, pour le coup, en fait, le pas entre avoir des stablecoins et acheter Bitcoin est très court, en fait. Donc je pense que c'est plutôt positif pour le marché d'une manière générale. Arnaud, ils sont en concurrence ou pas? Je ne pense pas. Mais par contre, à voir si c'est vraiment favorable pour le marché ou pas. Je m'explique. Le grand avantage, je trouve, du stablecoin, c'est que c'est un moyen de paiement et c'est comme ça que c'est perçu, que c'est comme ça que c'est vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser le stablecoin pour acheter tout et n'importe quoi. Et donc, en réalité, on revient sur le sens premier, qui est celui de la monnaie. Le Bitcoin, quoi qu'on en dise, pour beaucoup en tout cas, ça reste une réserve de valeur. On en a parlé souvent quand je venais ici, il y a des problèmes fiscaux, on le sait très bien. Moi, j'aimerais énormément, avec mes Bitcoins, ils ne sont pas traités de la même manière. Hein. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que si demain, on donnait la possibilité de pouvoir faire sa consommation classique en utilisant ces Bitcoins, même si évidemment beaucoup considèrent que c'est une réserve de valeur et n'ont pas forcément envie de s'en départir, il y en a un certain nombre qui le feraient en fait spontanément. Et donc en réalité, ils sont entre guillemets obligés de le convertir en stablecoin pour au final aller l'utiliser comme un moyen de paiement traditionnel. Donc on est face à deux choses qui ne sont pas antagonistes, qui sont complémentaires. Par contre, effectivement, de là à dire que l'usage des stablecoins va in fine permettre d'aller vers le Bitcoin, peut-être, j'espère, mais je ne suis pas convaincu parce qu'effectivement, c'est deux choses qui sont quand même d'approche relativement distinctes. Est-ce qu'on s'adresse réellement au même public aussi? Je ne crois pas. Je crois pas, d'une certaine manière, je crois pas. C'est-à-dire que la réalité, c'est que quand je parle avec beaucoup de gens qui ont des stablecoins, ils font pas réellement la différence. Tout à l'heure, Nathalie avait raison de le dire. En réalité, entre j'ai de l'argent sur mon compte bancaire, c'est-à-dire que l'argent sur le compte bancaire, on l'a pas en liquide en tant que tel, on n'a pas les billets dans la main. Donc en réalité, ils voient leur USDT ou leur USDC. D'ailleurs, c'est un sujet aussi de souveraineté dont on pourrait parler. Et ils se disent pas concrètement, j'ai de l'argent dans les mains. C'est de la même manière. Alors que le Bitcoin, il y a un côté qui est hors circuit classique, traditionnel, dans l'esprit, encore une fois, des gens. Ça va évoluer, je l'espère. Et donc, qui fait que je ne suis pas certain que la bascule, la passerelle sera forcément automatique. Donc, le raisonnement de madame, peut-être qu'il est un peu exagéré, mais il est compréhensible, je pense, d'une certaine manière. Loïc? Oui, moi je vois beaucoup de complémentarité sur ces deux actifs. Je pense que le Bitcoin est une réserve de valeur, au sens où aujourd'hui dans l'industrie traditionnelle on a l'or qui permet d'être un bouclier contre l'inflation et où les monnaies fiat sont plus utilisées pour le transactionnel. Nous aujourd'hui on est exposé aux deux parce qu'on mine du Bitcoin, mais aussi on doit payer tout ce qui est coût en dollar value. Donc l'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui on accumule du Bitcoin et on utilise par exemple des protocoles décentralisés pour garder le Bitcoin et puis surtout emprunter des stablecoins pour payer les OPEX. Voilà. Elles se complètent. Elles se complètent. Il y a de la complémentarité, je pense, entre les deux actifs. Nathalie. Oui, c'est un trait d'union de toute façon. Ça c'est clair que ça s'est renforcé au cours des années. On voit bien que c'est le trait d'union, c'est ce qui permet de faire le trait d'union entre la finance traditionnelle et la banque traditionnelle et la blockchain. Donc, et effectivement, plus le temps va passer, plus il y aura une convergence. Et effectivement, c'est de savoir si le stablecoin va vraiment rester ou si en fait, parce qu'à nouveau, il y a un autre sujet derrière ce sujet, il y en a qui vous disent qu'effectivement, ce sera de la tokenisation et que le stablecoin, il sera has-been. Oui, c'est ça, c'est qu'une étape. C'est qu'une étape. Une dernière, vous parliez tout à l'heure des monnaies de banque centrale, Enzo, de votre côté en marge de ce sujet, vous vouliez nous dire ici tout le bien que vous pensez de l'euro numérique, Arnaud. Absolument. Alors justement, je sais qu'avec Nathalie, nous n'avons pas toujours le même avis sur la question. Nous n'aurons pas encore le même avis sur le sujet. Encore le même avis sur la question. J'attends. Je m'explique. C'est-à-dire que par principe, effectivement, je comprends fortement les réticences que ça peut générer, notamment
en expliquer 1000 fois, en termes de données personnelles, de suivi, etc. Bon, ça pose énormément de sujets. En revanche, j'ai encore une fois du mal à me détacher du fait de penser que si on va faire ces MNBC, en tout cas en Europe, c'est qu'on est dans une situation qui est quand même radicalement différente de la situation américaine. Il est facile pour Trump de dire « je ne veux pas de MNBC » pour la simple et bonne raison que les stablecoins dollars représentent 99% du marché. Oui. Donc finalement, pour lui, en réalité, déjà, les Américains ont une logique très privée des choses, c'est pas une nouveauté, et ça, pour le coup, ça plaira plutôt à Nathalie. Et nous, on a une logique qui est plus, évidemment, de contrôler les choses. Et donc, en réalité, vu que les stablecoins euros représentent en réalité une part qui est extrêmement marginale, il est quand même pas illogique qu'ils se disent qu'en réalité, il va falloir un effort qui soit un effort monstrueux, et ils ne sont visiblement pas prêts à confier à des sociétés privées en Europe, parce qu'on l'a vu, on en a parlé encore la semaine dernière, il y a plein d'initiatives en stablecoin euro qui se lancent, toutes les banques qui décident de lancer leur propre stablecoin euro, mais quel est le volume derrière ? Quelle est l'importance de ces stablecoins ? Donc au final, au lieu de construire deux monstrueux, on laisse effectivement tout un tas d'acteurs privés le faire, très bien, avec une réglementation qui est très dure, qui fait qu'elle évite en réalité, à mon sens, de se développer aussi fortement que les initiatives privées. Et puis encore une fois, il y a une idée de souveraineté. C'est-à-dire qu'en Europe, on part d'un postulat, à tort ou à raison, c'est qu'on ne veut pas confier quelque chose qui est aussi important que la monnaie à des acteurs privés. On a une peur par rapport à ça parce que c'est pas dans la logique, c'est de dire ok, l'État, la monnaie, c'est consubstantiel de la souveraineté de l'État et on veut garder le contrôle. Donc effectivement, je suis pas enjoué à l'idée des MNBC. Par contre, j'essaye d'en comprendre les raisons et de me dire que on verra ce que ça donnera. Oui, il y a un calendrier qui nous est imposé. Cela dit, il se retarde à chaque fois de plus en plus. On disait il y a quelques jours avec Grégory Raymond que ça allait arriver d'ailleurs trop tard, a priori, et qu'on aurait déjà passé le coche, que le secteur aurait tellement évolué d'ici là que ce serait une perte de temps. Nathalie Janson, vous en pensez quoi ? Oui, alors sur la question de la MNBC, oui, le calendrier politique, il se comprend tout à fait. Enfin, je pense qu'il a été très bien posé par Arnaud. Il est clair que, compte tenu de la domination du dollar au niveau international qui a été en effet renforcé par les stablecoins, puisque pour le coup, on a loupé le coche au départ, mais je dirais que c'est le statut même de notre monnaie, c'est-à-dire de ne pas être international, qui nous l'a fait rater. En d'autres termes, le succès du stablecoin dollar, c'est les pays qui l'ont utilisé quand on fait le succès. Personne n'est allé distribuer, forcer les pays d'Amérique latine ou d'Asie, etc., à les utiliser. C'est tout simplement que le dollar étant un substitut naturel dans de nombreux pays, et je suis désolée, c'est pas l'euro, voilà, c'est pas de chance, eh bien effectivement, voilà, c'est lui qui a émergé. Maintenant, effectivement, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça quand on est un euro et qu'on ne veut pas voir sa part de marché diminuer? On se dit, on va peut-être essayer la monnaie digitale banque centrale. Bon, maintenant, je pense que c'est un peu compliqué qu'ils s'en aperçoivent, puisqu'on est passé de je vais faire ma propre blockchain à peut-être je vais en utiliser une, parce que finalement, je me rends compte que c'est un petit peu compliqué de savoir laquelle va être la bonne. Et ça, c'est Cipolletta, à chaque fois je me trompe sur son nom, mais parce que ça fait penser à oignon en italien, donc je me trompe toujours, mais bon bref. Il avait très clairement dit dans une conférence qu'il avait tenue à Paris, effectivement, il avait fait état de cette préoccupation, c'est-à-dire qu'ils sont conscients que choisir une blockchain quand on est une banque centrale, c'est pas évident, parce qu'on n'est pas développeur, donc on peut avoir les meilleurs développeurs du monde, néanmoins, il faut faire un choix. Et si ce choix, c'est pas le bon, ça fait un sacré coup qui a été investi pour rien. Donc c'est pour ça que c'est pas étranger qu'ils se disent finalement on va en utiliser une pour voir. Et puis il faut pas oublier que, je répète souvent la même chose, la Suède qui a étudié le problème pendant 6 ans, elle a fini par ne pas continuer. Elle l'a pas enterré, mais elle a dit je ne l'adopte pas. Ça dépendra aussi peut-être des dépenses que ça implique. Voilà. Et il y aura peut-être aussi une prise de décision, parce qu'effectivement, ça change beaucoup. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui évoluent ces derniers temps. On se dépêche, parce que le temps avance. On a un top flop à faire dans un instant. Et je voulais vous présenter Earth. Loïc Ritchie. Présentez-nous Earth, d'ailleurs. Alors, Earth, c'est une société qui a été créée en 2023. On a démarré aux Émirats Arabes Unis, et c'est là où on est aujourd'hui, à Abu Dhabi. L'idée, c'est un constat simple que les institutions, les sociétés financières, les fintechs, etc., sont intéressés à rentrer au niveau du crypto-mining et du mining de Bitcoin. Mais il y a, j'ai envie de dire, une somme de services qu'ils n'avaient pas accès pour faciliter cet accès. Et en fait, nous, on a créé un produit qui s'appelle le Mining as a Service, qui permet à ces sociétés financières à enlever tous les problèmes liés au crypto-mining de façon à leur permettre d'acquérir leurs infrastructures de mining. Voilà. Qui sont vos clients ? Aujourd'hui, nos clients sont des fintechs régulés en Europe et au Moyen-Orient qui cherchent à acquérir des actifs
de crypto mining pour les bénéfices de soit cumuler, par exemple du Bitcoin, ce qu'on appelle le smart acquisition de Bitcoin. Voilà, le mining permet d'acquérir du Bitcoin à des prix décomptés par rapport à celui du marché, donc c'est une approche complémentaire à celle du DCA, hein, plutôt que de juste acheter sur le marché, on mine aussi un petit peu. Et il y en a d'autres qui créent des systèmes carrément de création d'yield basés sur le Bitcoin mining. Voilà, donc ça c'est nos clients. Ce qui nous intéresse aussi dans ce qui se passe en ce moment en France, le mining, on en parle enfin. Vous faites partie de l'association des mineurs digitaux francophones qui a lancé cette contre-proposition face à Mara Holdings pour le rachat d'Exaion, la filiale d'EDF. Pourquoi c'était important de faire ça ? Écoutez, c'est extrêmement important pour. On parlait de souveraineté. Je pense que on a le constat de ce qui est fait dans d'autres pays qui sont peut-être plus avancés au niveau du minage d'actifs digitaux. Et par exemple, les Émirats Arabes Unis, ça fait depuis 2017 qu'ils minent du Bitcoin. Et ils le font, tout simplement, ils appellent ça la batterie. Voilà, ils appellent ça une batterie parce que quand on crée des infrastructures et qu'il y a des excédents énergétiques, tout simplement, on n'a pas le client en face qui achète l'énergie. Donc le Bitcoin mining est une alternative qui permet de créer de la valeur d'un excédent énergétique. Mais Mara dit qu'il ne veut pas faire du Bitcoin, qu'il ne veut pas faire du minage. Pour le moment, il dit c'est pas là-dessus. Hein, oui, dans tous vous n'y croyez pas non plus. Bon, je pense qu'il y a une réalité, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas pour rien. Oui. Je pense qu'ils ont bien compris que la France était un pays incroyable quand il s'agit d'énergie. Hein. Je veux dire, on a des fleurons nationaux en termes de production d'énergie, Areva, etc., et toutes les centrales nucléaires. Donc on a un pays fantastique pour ça. Et bon, ils l'ont bien compris. Donc ils ne viennent pas mettre les pieds quelque part où ils n'ont pas d'intérêt, je ne pense pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt de la France de peut-être reprendre le contrôle sur cet excédent énergétique et sur le minage d'actifs, ou même que ce soit minage de crypto, ou que ce soit aussi l'IA, parce que l'énergie, c'est deux grands volets. Hein. Oui, et là l'IA, effectivement, elle est clairement positionnée, officiellement positionnée. Ouais. On a les moyens de le faire, je veux dire, de se placer sur ce rachat spécifiquement ? C'est une vraie bonne question à partir du moment où on se pose la question de quelles sont nos compétences. Je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui font partie de l'association, dont Earth fait partie, montrent des compétences incroyables de partout dans le monde. On a créé des mines de mining dans les pays les plus hostiles et ça marche. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a montré avoir les compétences pour le faire. Et je pense que l'offre qui est proposée, elle est extrêmement crédible. Et elle permettrait aussi de penser souveraineté quant à nos infrastructures nationales. On verra si ça avance, effectivement, dans le débat. Mais en tout cas, ces dernières semaines, on en a pas mal parlé de ce dossier. On verra de quelle façon ça avance. Vous êtes le bienvenu dans cette émission. On a 4 minutes pour faire nos tops et nos flops. On commence par quoi, Enzo Allo ? Vous me dites, les tops ? Allez, les tops, c'est parti. Peut-être déjà pour remettre en exergue, on a eu les 2 dernières semaines, on était un petit peu balancé. On est passé de 3,92 trilliards à 3,3, donc on a perdu pratiquement 600 milliards en 7 jours. Pour qu'ensuite, à partir du 5 novembre dernier, on est repris aujourd'hui pratiquement 300 milliards, donc il a l'air qu'on est sur une situation un petit peu de rattrapage. Gardez en tête que sur un an, on est à plus 1000 milliards de valorisation sur les cryptos. Donc ceux qui se plaignent du verre à moitié vide, on peut peut-être le regarder un petit peu à moitié plein pour le coup. Je pense que c'est une meilleure manière de le voir. Et si on attaque du coup par le top, on a Soon plus 207% sur 7 jours. Donc pas mal. C'est un même coin. Alors là, pas mal, mais attention, les 10 plus gros portefeuilles de cette crypto détiennent 90% de toute la supply. Donc ça, c'est un no-go assez facile à pouvoir dire. Pas mal. Alors, ils se basent sur une hype qui est liée à leur virtual machine qui est dédiée à Solana, donc une SVM, contrairement à la Ethereum Virtual Machine, qui permettrait donc forcément un peu plus d'interopérabilité entre les différentes blockchains. En revanche, attention, c'est extrêmement concentré, sachant que 70% des jetons n'ont pas encore été émis. Donc attention, en termes de tokenomics, c'est pas terrible. On a en deuxième du top ICP, Internet Computer, plus 88% sur 7 jours. Ça reste moins 98% depuis sa création, donc c'est vraiment pas terrible. C'est basé sur des smart contracts. Il n'y a pas de cap sur la supply maximum qu'il y aura en termes de jetons. Donc encore une tokenomie un petit peu bancale. Très clairement, c'est pas un projet que je mettrait dans le portefeuille. On a en troisième Filecoin, projet un peu plus intéressant pour le coup, qui est une, vieille crypto-monnaie dans un marché quand même assez récent. 75% sur 7 jours, c'est lié à l'infrastructure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on permet ici de pouvoir, par le minage, fin de compte, donner de l'espace disque. Et c'est dans la thématique probablement du stockage, du Web3, IA. Sur technologie blockchain, attention aussi quand même, le top 10 des plus gros wallets détiennent 40% de cette crypto-monnaie. Donc ça, c'est pas étonnant parce que le minage
implique de devoir un petit peu en stacker. Et les revenus de minage sont très élevés, donc on peut s'attendre généralement à pas mal de ventes continues des mineurs, ce qui fait que c'est difficile de lever un prix. Et je regarde l'heure, on va aller très très vite sur le flop. On a 1 minute 30, tout va bien. BitTensor TAO performance moins 15% sur 7 jours. Je pense que c'est un effet un petit peu de rattrapage. C'est une crypto-monnaie liée à l'intelligence artificielle. Alors les valorisations explosent en ce moment forcément pour diverses raisons. La moitié des jetons ont été émis, donc il faut s'attendre à une dilution encore de la moitié. Mais voilà, projet probablement peut-être intéressant, dont le but est de créer un réseau d'IA qui se challenge entre elles. Deuxième, Story IP, on en avait parlé début septembre, il était dans le top 3, cette fois-ci on le retrouve dans le flop, donc c'est lié à de la propriété intellectuelle. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'infos, il faudra regarder l'émission du coup peut-être de fin août, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Oui. Et en dernier du flop, SPX 69 000, celui-là aussi on en parlait début septembre, fin août. Dans le flop 3, moins 5%, c'est un meme coin. On avait un portefeuille qui détenait 16% de la supply totale il y a 2 mois. Aujourd'hui, il en possède 30%. Donc, il ne faut pas s'étonner un petit peu si on a des gros mouvements là-dessus. Je pense que c'est clairement un petit peu biaisé. Quelques petites manipulations, c'est possible là-dessus. Donc voilà, c'est une parodie du S&P 500. C'est un meme coin, on ne va pas vraiment à prendre au sérieux. Donc voilà pour ce top et flop. Donc, dans les flops d'Enzo Allo, merci beaucoup à tous les 4 d'être venus dans cette émission. Des sujets passionnants une fois encore. Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School. Arnaud Toiti, avocat et cofondateur d'Hashtag Avocat. Enzo Allo, CEO de Crypto Patrimoine. Et Loïc Ricci, cofondateur de Hearst. Vous pouvez revoir cette émission en podcast, en replay sur notre appli, sur notre site. Je vous laisse entre les mains pile à l'heure de BFM Bourse. Très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.